Monsieur le député de Blainville, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que vous pourriez m'indiquer le temps qu'il reste à ma formation politique, s'il vous plaît? Je vous l'indique à l'instant même, il reste 22 minutes 45 secondes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça fait plaisir de prendre la parole en cette Chambre sur le budget qui a été déposé par le gouvernement libéral. Plaisir parce que c'est important que la population comprenne la teneur de ce budget, Monsieur le Président. Comme vous le savez, la Coalition Avenir Québec est un parti politique qui se veut très respectueux des argents qui sont dépensés par les citoyens. C'est pourquoi, autant en campagne électorale qu'avant la campagne, qu'après la campagne, la Coalition Avenir Québec s'est toujours portée fort de contrôler les dépenses de l'État, Monsieur le Président. Mais on a toujours dit que pour que le Québec aille mieux, il fallait agir sur deux niveaux, contrôler les dépenses et accroître les revenus. Et force est de constater dans ce budget 2014-2015 que le gouvernement libéral a décidé de s'attaquer seulement au contrôle des dépenses. Parce que la trame en dessous de la situation difficile du Québec, elle est la suivante. Il y a un écart de richesse entre les familles québécoises et celles du reste du Canada. Si on prend cet écart de richesse-là ou de revenus annuels disponibles, c'est un écart de 20 000 entre le Québec et l'Ontario. Donc, ça fait toute une différence, Monsieur le Président, parce que c'est de l'argent que les familles pourraient avoir pour être capables de dépenser dans l'économie du Québec, ce qui aurait comme résultat, Monsieur le Président, d'accroître évidemment les revenus de l'État. Sauf que ce n'est pas vers cette voie-là que le Parti libéral a décidé d'aller. Et j'en tiens preuve, Monsieur le Président, que quand on lit le budget 2014-2015, c'est clair que ce budget-là n'a pas comme objectif d'augmenter les revenus disponibles des ménages, Monsieur le Président. Quand on pense qu'on maintient la hausse des tarifs d'électricité à plus élevé que l'inflation, donc c'est 4,3 % qui est prévu dans ce budget-là. Quand on maintient une hausse des services de garde plus élevée que l'inflation à 4,3 %, comme c'est prévu dans ce présent budget-là. Quand on prévoit une augmentation des taxes scolaires, Monsieur le Président, à ce qu'on nous dit, environ 8 % pour la prochaine année. Mais plus grave encore, Monsieur le Président, ce que le budget nous dit, c'est qu'il y aura pendant les 5 prochaines années une augmentation du fardeau de la taxe scolaire. Et c'est de toute beauté d'écouter le ministre de l'Éducation qui nous dit que c'est l'augmentation de l'évaluation foncière. Monsieur le Président, moi j'ai été maire de municipalité pendant 18 ans, président de l'Union des municipalités du Québec. Une augmentation de l'évaluation foncière, c'est une augmentation de taxes, Monsieur le Président. Quand j'étais maire de ma municipalité, lorsque j'avais une augmentation de l'évaluation foncière, je me portais fort de réduire d'autant le taux de taxation pour que mon contribuable n'ait pas à subir l'augmentation des évaluations foncières. Donc, c'est clair dans la tête du gouvernement libéral à écouter le ministre de l'Éducation que s'il y a une augmentation de l'évaluation foncière, bien, il y aura nécessairement une augmentation des taxes scolaires. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'en même temps, il y aura une augmentation aussi des taxes municipales. Et ça, c'est un très mauvais message pour les contribuables qui, eux, verront leur effort fiscal augmenter. Encore une fois, les taxes municipales et scolaires, c'est un impôt, Monsieur le Président. Puis quand le gouvernement décide de refiler la facture aux commissions scolaires, bien, il décide nécessairement de sous-traiter. Je pense que le chef de la Coalition Avenir Québec a été clair. Le gouvernement péquiste, l'ancien gouvernement, sous-traitait les taxes en refilant une partie de l'odieux de l'augmentation aux commissions scolaires. Le Parti libéral fait la même chose, Monsieur le Président, et c'est rien pour soulager le contribuable. Puis, il y a des tout petits passages, puis je vous dis, j'en prends un parce que ça vaut la peine, Monsieur le Président. Là. À la page B118 du plan budgétaire du budget, il y a le programme de prêt pour les personnes âgées afin de faciliter le paiement des impôts fonciers. Il faut le faire, Monsieur le Président. C'est que le gouvernement libéral propose un programme de prêt.
Au cours de la prochaine décennie, le prix moyen des résidences au Québec a fortement augmenté. Donc, et là, blablabla, c'est égal, le gouvernement envisage de mettre en place un programme de prêt pour les personnes âgées afin de faciliter le paiement des impôts fonciers, soit les taxes municipales et les taxes scolaires. À l'occasion du budget 2014-2015, le gouvernement annonce qu'il amorcera des discussions avec les institutions financières et les autres intervenants afin de convenir rapidement des critères d'admissibilité, des caractéristiques que devra posséder ce type de prêt et des modalités de remboursement qui y seront associées. Le gouvernement vise une mise en œuvre du programme d'ici la fin de l'année 2014. Donc, ce que le gouvernement veut, ce que le gouvernement dit aux personnes âgées, si vous n'êtes pas capable de payer ou si vous avez de la difficulté parce que vos revenus n'augmentent pas, il faut comprendre que quand les tarifs et les taxes augmentent de façon plus importante que le coût de la vie, bien, c'est moins que le coût de la vie habituellement, c'est ce qu'ils ont sur leur pension de vieillesse ou sur tous les différents revenus de leurs différents régimes de pension. Donc, inévitablement, les personnes âgées vont s'appauvrir avec ce budget-là. Le gouvernement propose un régime de prêt, M. le Président, il faut le faire. Là. Dire aux personnes âgées, si vous avez de la difficulté à arriver dans votre budget pour payer vos taxes municipales, on va vous proposer un prêt. Je sais que c'est en vigueur dans des villes où la richesse est beaucoup plus importante, entre autres dans le West Island de Montréal, il y a certaines villes qui l'appliquent. Je comprends, je sais où a pris l'idée, d'où vient l'idée du gouvernement, mais quand tu as une propriété que tu as payée 500 000 qui en vaut 5 millions, tu peux toujours être capable de dire, bon, ben là, si on peut être capable de négocier une façon de rembourser les taxes, ce que fait certaines villes du West Island, c'est parfait. Mais ce n'est pas l'état de tout le Québec, là. Donc, quand on dit aux personnes âgées, vous pourrez emprunter sur vos résidences pour être capable de payer vos factures si jamais il y a une trop forte augmentation des taxes municipales et scolaires, parce que, M. le Président, là, c'est pas pour rien que la Coalition Avenir Québec souhaite l'abolition des commissions scolaires, là, parce que ça n'arrêtera jamais, là. Oubliez ça, là. Les commissions scolaires vont augmenter les taxes, ils vont devenir aussi importantes que les taxes municipales. Vous confiez à un gouvernement qui est élu par à peine 5 % de la population le soin de dépenser l'argent des contribuables. Ça n'arrêtera pas, M. le Président. Et je sais que vous avez lu, comme moi, que le ministre de l'Éducation a dû avouer qu'il n'y avait aucune possibilité de contenir les commissions scolaires, M. le Président. La seule solution, c'est de les abolir, M. le Président. Il faut carrément abolir ce gouvernement-là, qui, d'abord, premièrement, n'est pas représentatif de la population parce que les gens ne s'intéressent pas à la politique reliée aux commissions scolaires, administrativement, que c'est une dépense très importante, puis on pourrait être capable de soulager le contribuable en redéfinissant les tâches et un organisme beaucoup plus léger qui pourrait gérer le transport scolaire et ces choses-là, et éviter la taxation, parce qu'il y a un service de taxation. Imaginez-vous, M. le Président, il y a un service de taxation municipal, il y a un service de taxation commission scolaire, il y a un service de taxation au gouvernement du Québec, et il n'y a rien pour alléger le fardeau fiscal du contribuable dans ce budget-là. Et ça, M. le Président, c'est symptomatique. Et parce que la vision du Parti libéral a carrément été... il n'était pas prêt à gouverner, M. le Président. Bien au contraire, parce que leur solution en campagne électorale, c'était de faire rouler l'économie en augmentant les investissements en infrastructure. Malgré je vous dirais, les avis répétés du chef de la Coalition Avenir Québec pour dire vous ne pouvez pas augmenter les dépenses en infrastructure parce que les dépenses en infrastructure s'en vont directement à la dette, ça augmente la dette, puis c'est néfaste et ça pourrait entraîner une décote de crédit du Québec. Et évidemment, les libéraux en campagne électorale ont persisté. Là, je vous dirais, dans leur malchance, ils ont été quand même assez chanceux. Le Parti québécois avait passé avant eux, donc ils peuvent toujours se rattraper et dire que, bon, la situation économique était beaucoup plus difficile que prévu et tout ça. Mais le problème, c'est que tout le plan libéral de croissance des revenus était basé sur les investissements en infrastructure. Ils ont dû reculer, M. le Président. C'était à prévoir. Et là, compte tenu qu'ils n'étaient pas prêts à gouverner autre que par un programme d'infrastructure qui, si on les entend, les avait bien servis en période de crise économique, alors que ça a eu comme impact d'augmenter la dette du Québec, qui fait qu'à un moment donné, M. le Président, le mur, on arrive dedans, là.
ça m'a toujours fasciné parce que, vous savez, il y a des sociétés qui, à travers le monde qui ont beaucoup plus de vécu que nous. Puis je veux pas, parce que maintenant c'est une notoriété publique, mais vous avez l'Italie, l'Espagne, la Grèce, c'est des sociétés qui ont eu beaucoup plus de vécu que la province que Québec. Et ça, Monsieur le Président, force est de constater que quand on analyse, on fait des études de société, on s'aperçoit que pourquoi ils sont entrés dans le mur? Pourquoi ces sociétés-là se sont vues décotées par les compagnies de cotation et tout ça? Pourtant, il y avait des élus, il y avait des gens. Parce que la population ne veut jamais se faire dire non. Il faut toujours leur dire oui, puis à toutes les fois qu'un gouvernement qui se fait élire, Monsieur le Président, il promet. Et dans ces pays-là, les gouvernements se sont succédés, ont toujours ajouté aux promesses, ont toujours donné plus à la population, ce qui a fait qu'un jour le mur est apparu. Et ça, Monsieur le Président, le Québec est en train de vivre cette situation-là quand le Parti libéral est obligé de dire « je mets un frein à mon programme d'infrastructure », bien à ce moment-là, c'est parce qu'ils voient le mur. Nous, on le voyait avant la campagne électorale. Eux ont décidé de faire de la politique avec ça, sauf que la réalité, elle est dure aujourd'hui. Le gouvernement libéral n'a pas dans ce budget-là de plan pour être capable de relancer l'économie, n'est pas prêt à accepter les propositions que lui font la Coalition Avenir Québec, propositions qui étaient connues durant la campagne électorale, même avant, de dire pour relancer l'économie, il faut redonner un peu de souffle aux contribuables. Donc, c'était pourquoi on abolissait la taxe santé, c'était pourquoi on abolissait les commissions scolaires et la taxe scolaire, pour redonner un petit peu d'argent, pour faire rouler l'économie. Et ça, c'est deux philosophies de pensée complètement différentes. Il y a ceux qui pensent aux infrastructures, mais les infrastructures ont leurs limites. Et dans d'autres pays en Europe, on a vu qu'il y a eu des limites des infrastructures. Et là, le Parti libéral vient de s'apercevoir de sa propre limite par rapport à ses investissements en infrastructures. Et ça, Monsieur le Président, ça m'amène parce que, évidemment, quand on regarde tout le plan qu'a déposé le gouvernement du Québec, il faut noter qu'est-ce que ça a comme impact quand on décide de reculer sur une orientation qu'on avait faite. Puis je le fais là, pour le bien-être de la population, puis parce que, évidemment, c'est facile pour moi parce que ça touche directement ma circonscription, mais il reste qu'il faut regarder quel est l'impact que ça peut avoir. Parce que si je prends juste l'Institut de la statistique du Québec, juste pour vous donner en passant quelques chiffres, c'est le petit document qui nous a été distribué dans chacun de nos bureaux ici sur la colline. D'abord, la population des Laurentides qui est de 580 000 habitants. Quand on regarde la population des Laurentides, 580 000, avec la Naudière, 488 000, ça nous donne à peu près un peu plus d'1 million d'habitants là, sur Laurentides-la-Naudière. Et je vous donne ces chiffres parce que en santé, là, je regarde là, nombre de médecins pour 1000 habitants dans Laurentides-la-Naudière. Donc, c'est l'endroit au Québec où il y a moins de médecins par habitant. Ça, c'est la réalité là, du 31 décembre 2013. Et ça, Monsieur le Président, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le plan québécois des infrastructures qui a été déposé par le gouvernement, il n'y a aucun investissement majeur dans les Laurentides. Je pense que c'est un choix. Vous allez me dire, c'est un choix. Il y a d'autres investissements en santé ailleurs au Québec. Mais quand même, là, en bas de 1,5 médecin par habitant, il y a seulement 2 régions au Québec, Laurentides et la Naudière. Laval avec 1,51 et l'Outaouais qui vit beaucoup de problèmes parce qu'on dit toujours que les médecins sont en Ontario et tout ça, c'est 1,65 médecin par habitant. Donc, il y a un petit peu plus de médecins en Outaouais qu'il y en a dans Laurentides et dans la Naudière. Et ça, Monsieur le Président, je ne dis pas que l'Outaouais est choyé, là, pas du tout, au contraire, Monsieur le Président. Je veux juste dire qu'à quelque part, il faut que dans un budget, il aurait fallu qu'on s'attaque aussi, Monsieur le Président,
à ce problème de médecins dans des régions comme Laurentides-Lanaudière, qui sont des régions en pleine croissance économique. Puis là, je ne veux pas, parce que ce serait gênant là, si on se mettait à comparer les impôts qui sont payés dans ces circonscriptions-là par rapport à d'autres au Québec. Là. Je ne voudrais pas, là, parce que j'ai la chance d'être dans une circonscription qui est quand même assez avantagée là, au point de vue de revenus par ménage. Là. Mais il reste quand même que il faut donner un service à la population, M. le Président. Et ça, là-dessus, il n'y a pas de... Évidemment, le contexte fait que le gouvernement étant limité par ses propres politiques, donc il ne peut pas mettre en application sa philosophie, là, il est obligé de couper des investissements partout. Et ça, M. le Président, ça a comme résultat que les Laurentides, ne verront pas d'investissement en santé important. Même chose pour le réseau routier, M. le Président, parce que, évidemment, quand on a plus d'1 million d'habitants, vous avez compris que la Rive-Sud, là, il y a toutes les discussions avec le pont Champlain, le SLR et tout ça. Il y avait sur la Rive-Nord, avec l'autoroute 19 et des voies réservées pour le transport collectif, là, pour désengorger un peu la 15 et la 25. Il y avait le projet de la 19 qui n'a pas été retenu dans le plan. Puis c'est un plan 2014-2024. Je veux dire, j'ai entendu le ministre des Transports nous dire qu'il va falloir attendre à l'année prochaine. Il va falloir attendre à l'année prochaine. Ils ne pourront pas attendre à l'année prochaine, tout simplement parce que le montant qui est investi, c'est 90 milliards sur 10 ans, à peu près 9 milliards. C'est ce qui est, je vous dirais, qui est correct par rapport aux demandes des compagnies de cotation de crédit. Donc, ils ne pourront pas, je ne vois pas comment ils vont pouvoir l'année prochaine parce que je ne vois pas comment on peut relancer l'économie puis qu'ils pourront être capables. Donc, ça veut dire que tous ces dossiers-là, puis c'est ce qui fait, puis je vais terminer là-dessus, M. le Président, parce qu'il y a un cynisme dans la population. Et je donne cet exemple-là de la 19, là, parce que en 1970, en 1973, les terres pour l'autoroute 19 étaient expropriées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas rien. Souvent, dans des dossiers d'autoroute, il n'y a pas la largeur. La 19, c'est tout exproprié depuis 1970. Puis il y a eu des annonces, là. Et là, vous avez eu le premier ministre Charest avec la députée de la Violette en 2010 qui avait coupé le ruban. Là. Moi, écoutez, j'ai vu ces photos-là parce qu'on me les a montrées, évidemment. J'ai eu mon adversaire politique dans la campagne électorale, la candidate libérale, qui s'est fait poser devant la pancarte qui avait été installée par le Parti québécois, comme quoi que les travaux commençaient en 2016. Le Parti québécois était venu aussi annoncer que les travaux débutaient en 2016. Ça s'était fait par l'actuel député de Jonquière en 2013, en avril 2013, il était venu. Donc, c'est ce qui fait que, là, on a dû aviser la population que ce ne sera pas au plan d'infrastructure. Bon, on va vivre avec ça, mais le cynisme de la population, M. le Président, là, c'est de toute beauté par rapport à toutes ces choses-là, toutes ces décisions-là c'est comme si on n'avait pas d'histoire. On ne se souvient pas que ces choses-là ont été faites. À toutes les fois qu'on recommence, on efface l'ardoise, puis on recommence. Si c'était dit clairement à la population, on recommence. Là. Vous savez, là, c'est fini. Le problème du Parti libéral, c'est qu'il ne peut pas recommencer. Il était quand même au pouvoir pendant 9 ans avant les 18 mois du Parti québécois. Donc, c'est sûr que c'est normal que mon adversaire libéral se soit fait poser auprès de la pancarte de l'annonce de la construction de la 19 à partir de 2016. C'est normal. Il y avait une annonce du premier ministre qui était venu couper le ruban. Je comprends ça. Le problème, c'est que, à quelque part, la population, elle, qui vit au quotidien, les problèmes de circulation qui sont engorgés à tous les matins et à tous les soirs, eux, ils ont un petit peu de difficulté avec ça par rapport et ils vont en avoir pendant 10 ans encore parce qu'évidemment, vous l'avez vu, le plan est un plan d'infrastructure 2014-2024, à moins que la situation financière du Québec change. Puis, je vais vous dire, je le souhaite. Je le souhaite, puis je suis content de faire partie d'un parti politique comme la Coalition Avenir Québec qui est prête à donner au gouvernement tout l'appui nécessaire. Dans la réduction des dépenses, je pense que le député de Lévis a été clair. Le problème, c'est créer la richesse de l'autre côté. Là, ils n'ont pas cette même vision-là. Il y a l'augmentation des tarifs, l'augmentation des taxes et des impôts. Dans une population qui est là, qui est saignée, M. le Président, on a le taux d'imposition le plus important en Amérique du Nord, il faut le faire. Là. Tu sais, je veux dire, je le sais, on côtoie en cette chambre, là, il y a ceux qui veulent rester dans le Canada, puis il y a ceux qui veulent avoir leur pays.
bien, évidemment, là, qu'on soit le pays le plus taxé en Amérique du Nord, le Québec, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse bien. Tu sais, il y en a que ça l'intéresse, là, ça ne dérange pas, là, mais moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Et c'est important qu'on soit capable de travailler. Et c'est pourquoi les propositions qu'a fait le député de Lévis, c'est-à-dire que de demander à chacun des ministères de déposer ses objectifs. Et là, le ministre de la Santé a été le premier qui est interpellé là-dessus, puis il ne semble pas trop chaud à l'idée parce qu'il ne semble pas voir dans 4 ans où va aller le réseau de santé au Québec. Bon, ça, c'est son problème à lui. Mais il reste quand même que si on voulait que la population ait confiance dans le système politique, avoir des objectifs, les déposer en commission parlementaire, être capable de travailler avec les députés des autres partis pour avoir plus de transparence, je pense que ce serait une solution qui serait optimale pour la population, pour qu'on soit capable de suivre, puis les aider, puis de leur donner des bonnes idées. Mais on ne peut pas donner juste des idées quand on ne sait pas c'est quoi les objectifs. Et ça, évidemment, M. le Président, je pense que la main tendue du député de Lévis me semble être la plus belle chose qu'on a vue en cette Chambre depuis longtemps, M. le Président. Et ça, encore une fois, j'espère que le Parti libéral sera attentif aux propositions que déposera la Coalition Avenir Québec. Et sachez, M. le Président, que sinon, dans 4 ans et quelques mois, la population aura la chance d'avoir un parti politique qui s'occupera des contribuables, M. le Président, qui ne s'occupera pas juste de leurs propres orientations ou choix. Vous aurez un parti qui sera toujours là pour faire évoluer le Québec, puis à la défense des contribuables. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de revenus disponibles dans chacun des ménages du Québec. On veut atteindre la moyenne canadienne. On ne veut pas être en retard de 20 000 par famille sur le reste de l'Ontario. On veut s'attaquer à ça dès demain matin. Mais, M. le Président, si les libéraux ne veulent pas, bien, dans 4 ans et quelques mois, il y aura un parti politique qui sera prêt à gouverner puis qui sera prêt à donner aux contribuables ce qu'ils méritent, soit toute l'attention pour les sommes d'argent qu'ils dépensent en taxes et en impôts à la sueur de leur front, M. le Président. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, M. le député de Blainville, pour cette intervention.